47 degrés à l'ombre. Mais l'ombre n'existe pas. Tu te tiens sur une surface chauffée à 70 degrés, plus brûlante que l'eau bouillante. Sous tes pieds, ce n'est pas simplement du sable. Sous tes pieds, un être vivant qui respire, se déplace et tue des milliers de personnes chaque année. Il occupe une superficie égale à celle des États-Unis. Il existe depuis 9 millions d'années et se souvient de l'époque où une mer s'étendait ici. On l'appelle le néant, la terre morte, l'enfer à la surface de la planète. Mais tout cela est un mensonge. Car sous la surface du Sahara se trouvent certaines des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Et il y neige. Regarde les choses autrement. Si le Sahara était un pays, il serait le 3e au monde par sa superficie, après la Russie et l'Antarctique. 30 pays tiendraient à l'intérieur avec de la marge. Et pourtant, la plupart des gens l'imaginent de la même façon. Des dunes dorées, un chameau à l'horizon, un soleil de plomb. C'est à peu près aussi précis que de décrire l'océan comme une grande flaque d'eau. La réalité est fondamentalement différente. Bienvenue au Sahara, l'endroit le plus vivant qui fait semblant d'être mort. La plupart des gens ne le sauront jamais, non pas parce que l'information est secrète, mais simplement parce qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Ceux qui resteront verront un endroit qui réécrit tout ce qu'ils croyaient savoir sur la vie, la mort, le temps et sur les raisons de leur présence sur cette planète. Toutes les quelques minutes de cette vidéo, un nouveau fait introuvable dans aucun manuel, l'un d'eux changera ta façon de regarder la carte du monde. Reste jusqu'au bout. C'est le Sahara et il t'attend. 9 millions de kilomètres carrés. Le chiffre ne dit rien, alors essayons autrement. Prends toute l'Europe. Maintenant, reprends-la une deuxième fois. Mets-les ensemble, voilà le Sahara. Il est tellement immense qu'on peut le voir depuis la Lune à l'œil nu. 35% de toute la superficie africaine, c'est lui. Et pourtant, près de 2,5 millions de personnes y vivent. Pas survivent, vivent. Construisent des maisons, font du commerce, élèvent des enfants et préparent du thé que les habitants savourent lentement, au risque de passer pour un rustre. Les marchands du marché d'Agadès accueillent encore leurs hôtes avec 3 tasses à la suite. La première, amère comme la vie, la deuxième, sucrée comme l'amour, la troisième, douce comme la mort. Refuser est une insulte. C'est tout le caractère du Sahara, austère en apparence, mais doté au fond d'un code de l'hospitalité dont n'importe quel palace 5 étoiles pourrait être jaloux. Les gens ici ne se contentent pas de survivre dans des conditions extrêmes. Ils ont bâti une culture où une tasse de thé compte plus qu'un contrat et où la parole vaut plus qu'une signature. Mais voici ce qui est vraiment renversant. Le Sahara n'est pas un seul désert. C'est au moins 8 mondes différents à l'intérieur d'un seul nom. Stop. Tu imaginais des dunes dorées à perte de vue? Oublie ça. Seulement un quart du Sahara est un erg, cette mer de sable qu'on dessine sur les cartes postales. Les 3 quarts restants sont du reg, une plaine caillouteuse et plate où le vent a soufflé tout ce qui était mou jusqu'à la roche nue. Ce sont les hamadas, des plateaux de pierres vives aussi agréables à parcourir qu'une poêle chauffée à blanc. Ce sont les oueds, lits de rivières asséchées qui se remplissent d'eau une fois tous les plusieurs années. Mais c'est précisément le long de ces oueds que se concentre presque toute la vie. En saison des pluies rares, un oued se transforme en torrent furieux en 20 minutes, emportant tout ce qui n'a pas eu le temps de reculer. Les locaux le savent. Si le ciel s'assombrit à l'horizon à 100 km, pars immédiatement. L'eau arrive avant que tu ne l'entendes. Le lit asséché sur lequel tu marches peut devenir un courant de 3 mètres le temps que tu sortes ton téléphone pour filmer. On appelle ça un flash flood, une crue soudaine dans le désert. Et elle tue des touristes régulièrement, précisément parce que personne n'attend de l'eau là où il n'en a pas plu depuis des mois. Si on décrivait le Sahara comme une personne, 90% des portraits seraient des mensonges. Il est temps d'en finir avec ça. Aujourd'hui, roche brûlante. Il y a 400 millions d'années, fond marin. Au cœur de l'Algérie se dressent les monts Agar. Ils s'élèvent à 3000 mètres et ressemblent au décor d'un film de science-fiction. Des pics basaltiques noirs et acérés,
des cheminées volcaniques, des rochers sculptés par le vent en forme auxquelles aucune langue n'a donné de nom. Les géologues y trouvent des fossiles de créatures marines directement au sommet des crêtes, témoins muets de l'époque où l'Afrique était le fond de l'océan Téthys. Imagine, là où aujourd'hui un nomade allume un feu de bouse de chameau, il y a 150 millions d'années nageaient des requins. Et si l'on creuse littéralement, sous la surface du Sahara reposent d'immenses nappes phréatiques fossiles. La nappe nubienne contient environ 150 000 km3 d'eau, l'un des plus grands réservoirs naturels d'eau douce de la planète. Cette eau a entre 10 et 40 000 ans. Elle s'est accumulée pendant les périodes glaciaires, quand le climat de la Terre était fondamentalement différent. La Libye la pompe pour irriguer ses champs via un réseau de canalisation de 4000 km qu'elle appelle la Grande Rivière Artificielle, le plus grand projet d'irrigation de l'histoire de l'humanité. Mais il y a un problème, l'eau ne se renouvelle pas. On la pompe plus vite qu'elle ne s'est accumulée sur des millénaires. C'est une ressource finie, et personne ne sait encore ce qui se passera quand elle sera épuisée. Le désert est littéralement assis sur une mer, sauf que cette mer est dans le passé. Mais attends, il y a quelque chose que les manuels scolaires ne disent pas. Il y a environ 11 000 ans, le Sahara était vert, pas légèrement, vraiment vert, avec des rivières, des lacs, des hippopotames, des crocodiles et des hommes qui peignaient à l'ocre sur les rochers. C'est ce qu'on appelle la période humide africaine. Les moussons pénétraient plus au nord, et ce qui est aujourd'hui une terre calcinée était une savane avec une végétation dense et des rivières puissantes. Le lac Tchad, à cette époque, contenait plus d'eau que tous les grands lacs d'Amérique du Nord réunis. Les preuves. Des peintures rupestres représentant girafes et éléphants dans des endroits où aujourd'hui, il n'y a plus un seul arbre à des centaines de kilomètres à la ronde. Des arêtes de poissons dans des couches de sédiments, là où il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis 500 ans. Des canyons sous-marins sous les dunes, traces de rivières qui ont coulé pendant des millénaires. Qu'est-ce qui a détruit ce monde? Un léger décalage dans l'orbite terrestre, les cycles de Milankovitch. Les moussons ont reculé, et en quelques milliers d'années, le paradis est devenu un enfer. Les peuples qui vivaient ici ont migré vers le Nil, et selon certaines théories, ce sont précisément eux qui ont posé les bases de la civilisation égyptienne. Cela pourrait se reproduire. Les modèles climatiques montrent que le Sahara est capable de reverdir, et certaines régions du sud enregistrent déjà un retour de la végétation. Le désert respire à l'échelle des millénaires. Nous vivons simplement trop peu de temps pour le voir de nos propres yeux. Imagine, tu roules sur l'autoroute du Sud à 120 km/h. Maintenant, imagine qu'au lieu de l'air, c'est du sable de quartz brûlant qui te fouette le visage. C'est le Khamsin. Ce vent chaud venu des profondeurs du désert transporte une poussière si fine qu'elle s'infiltre à travers les fenêtres fermées, à travers le tissu, à travers les pores de la peau. En Égypte et en Libye, il souffle jusqu'à 50 jours par an. La température de l'air lors du Khamsin peut bondir de 20 degrés en quelques heures. Visibilité, zéro. Les repères disparaissent. Les instruments de navigation deviennent fous à cause des charges statiques. Les anciens Égyptiens considéraient le Khamsin comme le souffle d'un dieu mauvais et l'inscrivaient officiellement dans la liste des circonstances atténuantes lors des procès pénaux. On estimait que l'homme sous le Khamsin perdait la raison. La psychiatrie moderne ne le contredit pas vraiment. Il existe d'autres vents du Sahara. Le Sirocco, un flux chaud et humide venant du nord de l'Afrique vers la Méditerranée. Il transporte une poussière rougeâtre qui se dépose sur les voitures en Espagne, en Italie et aussi en France, leur donnant une teinte ocre. Les Parisiens connaissent bien ce phénomène. Certains matins de printemps, les voitures garées rues sont couvertes d'une fine couche de sable sahélien venu de l'autre côté de la Méditerranée. L'harmattan, un vent sec au sud du Sahara qui dessèche la peau et provoque des inflammations oculaires massives. Au Nigeria et au Ghana, sa saison s'appelle le temps de la poussière. Ce n'est pas une métaphore, c'est un problème médical. Les Bédouins disent « On ne dispute pas avec les vents du Sahara, on négocie avec eux ou on s'écarte de leur chemin ».
Une dune, ce n'est pas simplement un tas de sable, c'est un organisme vivant. Chaque grain de sable au Sahara voyage. Le vent le soulève, le porte sur quelques centimètres ou quelques kilomètres, puis le lâche, puis le reprend. En un an, un grain peut se déplacer de dizaines de mètres, en changeant constamment de forme sous les chocs avec les autres grains. Ce processus s'appelle la saltation, et c'est lui qui crée le son des dunes chantantes, un grondement sourd audible à plusieurs kilomètres quand le sable descend un versant. Les tribus locales croyaient que c'étaient les voix des esprits. Physiquement, ce sont des ondes sonores créées par le glissement synchronisé de millions de grains. Une dune avance à une vitesse pouvant atteindre 100 mètres par an. C'est pourquoi des villages du Sahara se retrouvent parfois ensevelis sous le sable non pas en des siècles, mais en quelques années. En Mauritanie, des villes entières luttent contre l'avancée des dunes. Les habitants construisent des palissades de paille, plantent des acacias pour tenter d'arrêter l'inexorable progression. Il y a des villages qui ont déménagé 3 fois en une seule génération, simplement parce que le sable avançait plus vite qu'on ne parvenait à négocier avec les autorités. Les plus hautes dunes du Sahara, dans la région algérienne du Tassili Nadjer, atteignent 500 mètres. 50 étages de sable pur qui bougent, respirent et engloutissent tout ce qui n'a pas eu le temps de fuir. Escalader une telle dune, c'est 30 minutes d'ascension infernale sur un versant meuble. Descendre, 2 minutes en culbute. 45 degrés à l'ombre. L'homme commence à perdre conscience au bout de quelques heures sans eau. À 50, les reins lâchent. Le cerveau commence à envoyer de faux signaux. Hallucinations, sensations de froid, étrange euphorie juste avant le collapsus. Ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité médicale du coup de chaleur au 3e degré. Le corps humain perd jusqu'à 1 litre de sueur par heure. Dans les conditions du Sahara, sans eau, on peut survivre environ 1 journée seulement. Les Touaregs, nomades autochtones du désert, savent « on ne bouge pas en pleine journée ». Non pas par paresse, parce que chaque mouvement superflu sous le soleil de midi, c'est encore 100 millilitres d'eau que tu n'as pas. Ils se déplacent de 3 heures du matin à 9 heures, puis s'enterrent dans l'ombre et attendent. Ce n'est pas une habitude, c'est un algorithme, affiné par 1000 ans d'erreurs de ceux qui n'ont pas survécu. Les Bédouins lisent le désert comme un citadin lit les panneaux de signalisation. La courbe d'une dune indique la direction du vent. La couleur de l'horizon annonce une tempête de sable. Un certain type de gravier révèle la proximité de l'eau sous la surface. Ces connaissances ne sont consignées dans aucun livre. Elles se transmettent de père en fils. Et à chaque génération qui part vers les villes, le monde perd encore une couche de cette encyclopédie vivante de la survie. Et la nuit, -2. L'amplitude thermique journalière atteint 50 degrés. Le Sahara ne tue pas seulement par la chaleur, il tue aussi par le froid et emporte ceux qui n'ont pas compris la différence à temps. Voilà une question, avant d'aller plus loin. Si on te donnait le choix, passer 1 semaine au cœur du Sahara avec des réserves d'eau et de nourriture, ou 1 semaine en Antarctique avec des vêtements chauds, que choisirais-tu? La plupart des gens, sans réfléchir, choisissent l'Antarctique. Il leur semble qu'il est plus facile de se protéger du froid que de la chaleur. Mais les scientifiques qui étudient la survie en conditions extrêmes arrivent à une conclusion différente. En Antarctique, à -40, les vêtements chauds ne suffisent pas. C'est le vent, l'humidité et les ultraviolets réfléchis par la neige qui tuent. Les brûlures rétiniennes en Antarctique sont un danger réel, même par temps couvert. Au Sahara, avec des réserves suffisantes d'eau et de nourriture, et à condition de connaître les règles de comportement, les chances de survie sont nettement plus élevées. La chaleur ne tue pas aussi vite qu'on le croit généralement, si on ne se déplace pas aux heures les plus chaudes. Écris dans les commentaires ce que tu aurais choisi et pourquoi. Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une vraie question de survie, et la réponse révèle quelque chose d'intéressant sur le fonctionnement de notre intuition. Le mirage, ce n'est pas une hallucination, c'est de la physique. Quand la couche d'aile inférieure est chauffée par le sol plus que la couche supérieure, elle devient moins dense. La lumière, en traversant des densités différentes, se courbe, et le cerveau interprète cela comme le reflet du ciel sur l'horizon, ce qui ressemble à de l'eau,
Un phénomène optique tout à fait réel, décrit dès le 19e siècle par des physiciens français qui accompagnaient l'armée de Napoléon en Égypte. L'un d'eux, Gaspard Monge, mathématicien, fondateur de l'école polytechnique, fut le premier à en donner une explication scientifique. Ses collègues refusaient d'abord de croire que les lacs qu'ils voyaient devant eux n'existaient pas. Si tu meurs de soif et que tu vois un lac, ton cerveau ne pense pas à la réfraction de la lumière, il pense à l'eau. C'est pourquoi les mirages ont tué des hommes qui partaient dans la mauvaise direction et continuent de le faire aujourd'hui. De plus, le mirage n'est pas statique. Il avance avec toi, reculant à la même distance à mesure que tu avances. Tu n'y arrives jamais. Toujours, encore un peu. Les cartographes arabes médiévaux dessinaient honnêtement les mirages sur leurs cartes comme des mers qui n'existent pas. C'est peut-être la reconnaissance cartographique la plus honnête de l'histoire. L'aveu qu'il existe des choses réelles pour l'œil, mais mortelles pour le corps. 3000 espèces de plantes, 70 espèces de mammifères, 100 espèces de reptiles, 300 espèces d'oiseaux. Dans un endroit où la vie n'est pas censée exister, la vie bouillonne. Elle le fait simplement autrement. Elle se cache, elle attend, elle utilise chaque goutte d'eau avec une efficacité dont les ingénieurs seraient jaloux. Si l'évolution était une entreprise, le département de conception de la survie pour le Sahara travaillerait en 3 équipes. Les résultats sont trop impressionnants pour être le fruit du hasard. Certains organismes ici sont tellement spécialisés pour cet enfer précis qu'ils ne pourraient exister nulle part ailleurs sur la planète. Prends par exemple l'escargot du désert. En période de sécheresse, il scelle sa coquille avec un mucus spécial et entre en anabiose. Pas pour quelques semaines, pour plusieurs années. Un escargot apporté dans un musée comme fossile a repris vie 4 ans après son exposition quand on l'a mouillé accidentellement avec de l'eau. Ou la grenouille du désert, elle s'enfonce dans le sol à 1 mètre de profondeur, s'enroule dans une couche de sa propre peau qui retient l'humidité et attend la pluie. Elle attend des années. Le désert les aurait tuées 1000 fois, mais elles ont simplement trouvé le bouton pause dans leur propre biologie. Fais connaissance avec les habitants de l'endroit le plus hostile de la Terre, et tu ne diras plus jamais que le Sahara est mort. Une oasis, ce n'est pas un accident, c'est de la géologie précise. Là où la nappe phréatique remonte près de la surface ou où les eaux souterraines filtrent à travers des fissures dans la roche, une oasis naît. Le palmier dattier, son symbole, supporte la salinisation du sol qui tuerait n'importe quel autre arbre, tout en produisant des fruits contenant tout le nécessaire, glucides, minéraux, fibres. Un seul palmier nourrit une famille pendant plusieurs semaines. Au Sahara, on dit « le palmier veut garder les pieds dans l'eau et la tête dans le feu ». C'est précisément pour cela que des civilisations ont poussé autour des oasis. Ghadamès en Libye, l'une des plus vieilles villes d'Afrique, habitée en continu depuis 5000 ans. Ces ruelles étroites couvertes sont conçues de sorte que le soleil ne tombe jamais directement sur les pavés. Les maisons sont reliées par des passerelles en hauteur, créant un effet de tunnel. La température à l'intérieur du quartier est 15 degrés moins élevée qu'à l'extérieur. Sans électricité, sans climatiseur. C'est une architecture affinée par des millénaires de tâtonnements, que les ingénieurs modernes étudient comme modèle de refroidissement passif. Retirez l'eau d'une oasis, et dans 50 ans, il ne restera de ces villes que de la poussière. L'oasis d'Ain Salah en Algérie est située au cœur même du désert. En été, on y enregistre régulièrement les températures les plus élevées du continent. Et pourtant, des jardins y poussent, des roses y fleurissent, et le soir, les enfants jouent au ballon dans les rues poussiéreuses. La vie trouve une fissure et s'y engouffre. Le fennec pèse 1,5 kg. Ses oreilles mesurent 15 cm de long. Ce n'est pas un caprice esthétique de l'évolution. Les oreilles du fennec sont un radiateur. À travers la peau fine parcourue d'un dense réseau de vaisseaux sanguins, le corps évacue l'excédent de chaleur directement dans l'air. Le même principe que celui utilisé dans les systèmes de refroidissement des serveurs informatiques.
Sauf que chez le fennec, il est apparu 40 millions d'années plus tôt. La nuit, quand la surface refroidit, il sort chasser insectes, œufs, parfois de petits rongeurs. Il ne boit pas d'eau à des sources, toute l'humidité provient de sa nourriture. Ses reins sont si efficaces qu'ils produisent une urine presque sèche. L'organisme récupère chaque molécule d'eau. Ses pattes sont recouvertes d'une épaisse fourrure en dessous. Ce ne sont pas des chaussons pour le froid, mais des raquettes à neige à l'envers. La fourrure empêche le sable brûlant de roussir les coussinets et évite que les pattes ne s'enfoncent à la course. Le fennec atteint sur le sable meuble une vitesse de 40 km/h. Il peut sauter à 70 cm de hauteur, presque la moitié au-dessus de sa propre taille. Du point de vue de la bio-ingénierie, c'est un vrai chef-d'œuvre, maximum de fonction pour un minimum de masse. Le fennec est l'un des rares prédateurs du Sahara à n'avoir aucun ennemi naturel. Sa principale menace, l'homme, qui le capture pour le marché illégal des animaux de compagnie exotiques. Un petit animal pelucheux capable de survivre dans des conditions qui tuent les humains. Et il est menacé de disparition à cause d'une tendance Instagram pour les petits renards mignons. Le scarabée bousier en Namibie récolte de l'eau dans le brouillard. Au Sahara, les scarabées font quelque chose de similaire, mais avec plus d'élégance. Sur la surface de leurs élytres se trouvent des microstructures qui attirent les infimes gouttelettes d'humidité de l'air. Le scarabée monte au sommet d'une dune tôt le matin, incline la tête à 45 degrés et la goutte roule directement dans sa bouche. Tout le processus prend quelques minutes. Ce n'est pas un comportement aléatoire. Le scarabée choisit précisément la direction du vent, l'angle d'inclinaison correct, le bon moment de la journée. C'est un instinct forgé sur des dizaines de millions d'années d'évolution, dans des conditions où chaque goutte d'eau décide littéralement de la vie ou de la mort. Des chercheurs de Harvard et du MIT étudient ce système depuis 20 ans. Sur cette base, on développe des matériaux pour la collecte d'humidité atmosphérique dans les régions sans accès à l'eau. Il existe déjà des prototypes de filets capables de produire des dizaines de litres d'eau par jour à partir de l'air du désert, sans électricité, sans pompe, sans infrastructure. Il suffit d'accrocher la bonne surface à la bonne inclinaison. Un minuscule insecte de la taille d'une pièce de monnaie, et il a soufflé aux ingénieurs une solution capable d'aider des millions de personnes dans les régions arides. La nature a toujours trouvé la réponse avant nous. Il nous reste seulement à regarder avec attention. Au fait, si tu regardes cette vidéo en te disant « il faudrait retenir cette chaîne », pas besoin de retenir. Abonne-toi à l'Instinct de la planète maintenant, pendant que tu y penses. Chaque semaine, on prend un endroit qui semble ordinaire ou connu, et on montre pourquoi tout ce que tu en savais n'en était que la surface, littéralement. Chaque épisode, une seule question. Que se passe-t-il vraiment là où la plupart des gens ne regardent pas ? Clique sur la cloche. Parce que le prochain épisode sortira sans prévenir, et tu risques simplement de le manquer. Mais les habitants des plus étranges du Sahara ne sont pas des animaux. Ce sont des plantes qui ressemblent à des pierres. Les lithopes et leurs proches succulents imitent si précisément la couleur et la texture de la roche environnante qu'il est impossible de les repérer avant de marcher dessus. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un camouflage contre les herbivores, porté à la perfection par des millions d'années de sélection. Chaque plante s'adapte au type de gravier spécifique de son district. Si on la transplante sur une autre roche, elle deviendra visible. L'évolution travaille avec une telle précision qu'elle tient compte de la géologie d'un versant précis. Sous terre, elles ont d'énormes bulbes où est stockée toute l'humidité accumulée. En surface, seulement de minuscules points de photosynthèse. Elles peuvent ne pas pousser pendant des années, elles s'immobilisent littéralement, attendent. Quand la pluie arrive enfin, ce qui se produit une fois tous les plusieurs années, elles fleurissent, se pollinisent, produisent des graines en une semaine et retournent à leur torpeur, comme si rien ne s'était passé. Certaines espèces vivent ainsi 100 ans et plus, lentement, goutte après goutte, millimètre après millimètre. À côté d'elles, notre vie ressemble à une agitation frénétique. La vie ici est un métier de la patience. On les appelle les hommes bleus du désert, et ce n'est pas une métaphore.
L'indigo, dont les hommes touaregs teignent leur turban tagelmust, est si saturé que la teinture s'incruste dans la peau. Le visage d'un touareg, après des décennies à porter ce tissu bleu, prend une légère teinte bleutée, surtout là où le tissu touche constamment la peau. Le tagelmust n'est pas qu'une parure, c'est un outil multifonctionnel. Filtre contre le sable, protection solaire, régulateur de température et signe de statut dans la hiérarchie sociale. Enrouler correctement un tagelmust est un art en soi, qui s'apprend pendant des années. Un seul morceau de tissu de plusieurs mètres peut être noué de dizaines de façons différentes selon la situation. Un homme touareg doit porter le turban dès l'âge adulte. Dévoiler son visage à un étranger est soit le signe d'une confiance profonde, soit d'une menace mortelle. Selon le contexte, c'est soit le plus grand honneur, soit une déclaration de guerre. Les femmes touaregs, d'ailleurs, ne cachent pas leur visage. Dans cette société, ce sont les hommes qui voilent leur visage, pas les femmes. Les Européens qui ont découvert cela pour la première fois étaient complètement désorientés. La société touareg est en fait organisée d'une manière tout à fait inattendue. Elle est matrilinéaire, c'est-à-dire que la filiation et l'héritage se transmettent par la ligne maternelle. Les femmes possèdent des biens, peuvent initier le divorce et conservent leur patrimoine dans le mariage. Cette ancienne société s'est révélée, à certains égards, plus progressiste que beaucoup de sociétés contemporaines. Il y a 1000 ans, le Sahara n'était pas une barrière entre les civilisations, c'était une autoroute. Les routes commerciales transsahariennes reliaient l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest. Y circulait l'or, le sel, l'ivoire, les épices et les esclaves. Le sel, dans certaines régions au sud du Sahara, valait littéralement plus que l'or. Sans lui, impossible de conserver la nourriture sous le climat tropical. Les rois du Mali le payaient en lingots. L'or circulait en sens inverse. Et c'est précisément grâce à cette route commerciale que Mansa Moussa, souverain du Mali au XIVe siècle, est devenu, selon les historiens, l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. En 1324, il se rendait en pèlerinage à la Mecque via le Caire, avec un cortège de 60 000 personnes et 12 000 esclaves, chacun portant un lingot d'or. Il distribuait l'or avec une telle générosité qu'il a fait s'effondrer les marchés pour plusieurs années. Tombouctou était l'un des centres intellectuels les plus importants du monde médiéval. On y conservait jusqu'à 700 000 manuscrits de mathématiques, d'astronomie, de médecine et de droit. Des savants de toute l'Afrique et du Proche-Orient venaient y étudier. L'université de Sankoré à Tombouctou accueillait au XVe siècle plus d'étudiants que la plupart des universités européennes de l'époque. De nombreux manuscrits ne sont toujours pas traduits. Une partie a déjà été détruite lors des conflits des dernières décennies, délibérément, comme instrument d'effacement culturel. En 2012, des miliciens islamistes ont brûlé des milliers de manuscrits qui avaient survécu à 600 ans. Le désert ne faisait pas que tuer, il bâtissait des empires et conservait des savoirs. Et les hommes aux torches s'avèrent plus destructeurs que n'importe quelle khamsine. Voilà un moment de réflexion. Les Touaregs aujourd'hui, un peuple sans État réparti entre le Mali, le Niger, l'Algérie, la Libye et le Burkina Faso, ils n'ont jamais reconnu les frontières coloniales tracées à la règle par les Européens lors de la conférence de Berlin de 1884, sans la participation de ceux qui vivaient sur ces terres. La France, qui administrait une grande partie du Sahara jusqu'aux indépendances des années 1960, a tracé ses lignes en ignorant délibérément les territoires de nomadisation touareg. Les résultats sont visibles encore aujourd'hui. Les rébellions touareg ont eu lieu régulièrement tout au long du XXe siècle et se poursuivent au XXIe. En 2012, des rebelles touaregs ont brièvement proclamé l'État indépendant de l'Azawad dans le nord du Mali. Le monde ne l'a pas reconnu, l'État n'a pas survécu, mais la question, elle, est restée. Selon toi, est-il possible de préserver une culture nomade au XXIe siècle ou est-ce un mode de vie condamné dans un monde de frontières fermées, de surveillance satellitaire et d'économie urbaine? Écris dans les commentaires. C'est l'une des questions anthropologiques les plus aiguës de notre temps. Certains chercheurs estiment que le nomadisme disparaîtra inévitablement. D'autres soulignent, les peuples nomades ont survécu à l'Empire romain, au colonialisme
et survivront à la mondialisation? L'histoire n'a pas de réponse tranchée. Il y a 30 000 ans, quelqu'un se tenait sur un rocher et dessinait. Le plateau du Tassili Nadjer en Algérie, la plus grande galerie d'art rupestre au monde. 15 000 gravures et peintures, humains, animaux, scènes de chasse, rituels religieux, cartes stellaires. Le style des représentations a évolué sur des milliers d'années. Les chercheurs distinguent plusieurs périodes distinctes, chacune reflétant un climat différent et un mode de vie différent. Les plus anciennes représentations, des chasseurs avec des lances et des troupeaux de buffles sauvages. Puis apparaissent des bergers et du bétail, puis des chevaux, puis des chameaux, et c'est déjà le désert tel que nous le connaissons. Sur un des murs, des êtres avec des casques ronds sur la tête, attirant instantanément les adeptes de la théorie des anciens extraterrestres. Les scientifiques en sont certains, ce sont des masques ou des coiffes de chamans. Mais le plus saisissant est ailleurs. Parmi les dessins, on trouve des crocodiles, des hippopotames, des buffles, dans un endroit où il n'y a aujourd'hui plus un seul point d'eau dans un rayon de 1000 km. C'est une preuve vivante que le Sahara était autrefois différent, et que sa mémoire s'est conservée dans la pierre 30 000 ans avant l'invention de l'écriture. Quelqu'un voulait que nous sachions. Nous l'avons su, mais seulement au XXe siècle, quand des explorateurs français les ont découverts par hasard lors d'expéditions géologiques. Avant cela, ces dessins étaient restés intacts pendant 3000 ans, dans un isolement absolu. Sous une surface qui paraît inutile, des milliers de milliards de dollars. La Libye, l'Algérie et le Niger comptent parmi les plus grands exportateurs de pétrole et de gaz naturel du continent. Le gaz algérien arrive directement en Europe par des gazoducs. Une part importante des centrales électriques françaises, italiennes et espagnoles fonctionne grâce à lui. Le Niger est l'un des principaux producteurs d'uranium au monde. C'est de là que vient le combustible des centrales nucléaires françaises qui alimentent en électricité une grande partie de l'Europe. Et pourtant, le Niger lui-même est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Son indice de développement humain dans les 5 derniers rangs du classement mondial. L'uranium part en France, l'argent reste à Niamey, et les villages de la région d'extraction vivent sans électricité. Le paradoxe de la malédiction des ressources fonctionne dans le désert avec la même cruauté qu'ailleurs. Ajoute à cela, l'énergie solaire du Sahara pourrait théoriquement alimenter toute la Terre en électricité. La superficie de panneaux solaires nécessaire, environ 300 km², représente moins d'1% de la superficie du désert. Le projet Desertec a tenté de concrétiser cette idée et s'est heurté à des réalités politiques, financières et logistiques bien plus complexes que la physique. Il fallait construire des milliers de kilomètres de lignes électriques à travers des États instables, négocier avec des dizaines de gouvernements et trouver des investisseurs prêts à attendre 20 ans avant un retour sur investissement. Le désert est prêt à donner son énergie gratuitement. La question est de savoir si nous sommes capables de nous entendre pour aller la chercher. Tu croyais connaître les extrêmes du Sahara? Non. Il neige au Sahara. Pas souvent, et surtout dans les régions montagneuses. Mais ces dernières décennies, il a neigé même dans des parties relativement basses du désert algérien. En 2018, la surface d'Ain Salah, l'un des endroits aux températures les plus élevées de la planète, s'est couverte d'une couche blanche pendant quelques heures. Les habitants photographiaient cela sur leur téléphone avec l'air de gens qui ont vu quelque chose d'incompatible avec leur vision du monde. La neige dans le désert n'est pas une anomalie climatique, mais un rappel que l'altitude et les températures nocturnes peuvent surprendre même là où le soleil tue en été. Il y a aussi des rivières au Sahara, souterraines, invisibles. L'une d'elles alimente des oasis de la Libye jusqu'en Égypte depuis des milliers d'années, coulant sous une couche de roches et de sable dans l'obscurité absolue. Il y a des crocodiles. Une petite population isolée a survécu dans des points d'eau montagneux en Mauritanie. Les scientifiques les ont trouvés dans les années 2000 tout à fait par hasard. Personne ne les cherchait parce que personne ne croyait qu'ils pouvaient s'y trouver. Ce sont des animaux qui ont survécu à l'assèchement du Sahara. Ils se sont adaptés à une absence presque totale d'eau, se nourrissent rarement et grandissent lentement. Des fossiles vivants au cœur du désert. Au milieu du Sahara, un cercle parfait d'un diamètre de presque 2 km. Le cratère d'Aorunga au Tchad. Un météorite a percuté la surface il y a des millions d'années. La trace est encore lisible depuis un avion comme un trou noir dans le paysage,
tellement net que les premiers pilotes qui le survolaient dans les années 1930 l'ont consigné dans leurs journaux de bord comme une anomalie et ont réclamé des explications. À proximité, 2 autres cratères, situés à quelques kilomètres. Les scientifiques supposent que ce sont les traces d'une chaîne de météorites tombées presque simultanément, comme les doigts d'une main. Quand on regarde les images satellites, on a l'impression que quelqu'un a posé 3 pièces de monnaie sur la surface de la planète. L'impulsion de l'impact était si puissante que les roches au centre du cratère ont fondu, se sont mélangées et ont solidifié sous forme de minéral vitreux, l'impactite. On trouve encore des bijoux faits de ce matériau chez les tribus locales, une belle pierre verte d'origine mystérieuse que les ancêtres se transmettaient de génération en génération. Ils ne savaient pas que c'était la trace d'un impact cosmique. Ils savaient seulement que c'était un endroit particulier. Ils le contournaient. Ils l'appelaient l'œil du Sahara. En parlant Dieu, il y a un endroit visible depuis l'espace plus distinctement que la Grande Muraille de Chine. La structure de Richa en Mauritanie, des anneaux concentriques d'un diamètre de 50 km. Comme si quelqu'un avait lancé un caillou dans un lac gigantesque et que l'eau avait gelé au moment de l'expansion des ondes. Les astronautes à bord de l'ISS l'utilisent comme repère de navigation, visible à l'œil nu depuis 400 km d'altitude, indépendamment de la couverture nuageuse, car le désert dans cette région est presque toujours sans nuages. Longtemps, on a cru que c'était la trace d'un météorite. Des cercles parfaits, l'association était trop évidente. Mais les géologues ont établi, c'est un dôme érodé de roches volcaniques, soulevé par la pression du magma et progressivement mis à nu par des millions d'années d'érosion. Les différents anneaux, différentes couches de roches d'âge et de couleurs différents, découpées par l'érosion comme les tranches d'un gâteau. Une coupe naturelle à travers des centaines de millions d'années d'histoire géologique, visible depuis l'espace. Certains chercheurs, pas des scientifiques mais avec un large public, affirment que c'est la légendaire Atlantide. La géologie est catégoriquement en désaccord, mais ça ressemble à un message. Comme si la Terre s'était dessiné une cible et proposait de deviner pourquoi. Chaque année, environ 1000 personnes courent volontairement 250 km dans le Sahara. Le Marathon des Sables se tient au Maroc depuis 1986. 6 étapes, 6 jours, température jusqu'à 50 degrés. Les participants portent sur eux tout le nécessaire, nourriture, équipement, sacs de couchage. L'eau est distribuée au point de contrôle strictement selon les normes, sans 1 gramme de plus. La vitesse moyenne des vainqueurs, environ 7 minutes au kilomètre. Les participants ordinaires finissent après plus de 100 heures de marche effective. Plusieurs personnes sont mortes dans l'histoire de la course. Un participant en 1994 s'est perdu lors d'une tempête de sable, a survécu 9 jours sans nourriture et presque sans eau, a parcouru 200 km et est sorti dans un autre pays. Des nomades l'ont trouvé, l'ont soigné, et il est revenu à la course l'année suivante. Il s'appelle Mauro Prosperi. Il est devenu une légende du marathon. Les inscriptions ferment 1 an à l'avance. Le droit de participation, environ 4 000 €. Parmi les participants, des banquiers, des enseignants, des médecins, des retraités. Un Britannique de 80 ans a fini 3 fois. Les psychologues étudiant la motivation des participants identifient un schéma commun. Non pas le désir de prouver quelque chose aux autres, mais le désir de découvrir qui l'on est quand on a tout perdu de l'habituel. Le désert comme miroir. Les gens paient 4 000 € pour le droit de vivre ce qui autrefois était une condamnation à mort. Marathon des Sables, 4 000 € et une chance de mourir d'un coup de chaleur. Sérieusement, tu y irais? Pas en théorie, mais là, maintenant, si quelqu'un payait l'inscription. Écris dans les commentaires, et si tu écris oui, explique pourquoi. Parce que les psychologues étudient depuis longtemps les gens qui paient pour souffrir, et la réponse est vraiment inattendue. Il s'avère que ce n'est pas du masochisme ni de la vantardise. C'est une tentative de se sentir vivant dans un monde où tout est trop confortable. Quand le corps fonctionne à la limite, la tête se calme étrangement.
Des angoisses liées au crédit immobilier, à la carrière, aux relations, disparaissent. Il ne reste que le pas suivant, encore un. Le désert guérit, cher et durement, mais il guérit. Le Sahara avance, pas lentement, rapidement. En 100 ans, la frontière sud du désert s'est déplacée de centaines de kilomètres. C'est la désertification qui menace 2 milliards de personnes dans le monde. La région du Sahel, la bande de transition entre le désert et la savane, perd chaque année une couche de sol fertile. Les sécheresses sont plus longues, les récoltes plus faibles. Le bétail meurt. Les gens abandonnent leurs villages et fuient vers des villes qui ne sont pas prêtes à les accueillir. Au Niger, en 30 ans, la surface des terres arables a diminué d'un quart. Non pas parce que les gens travaillent mal, mais parce que le sol disparaît littéralement sous leurs pieds. Les conflits pour l'eau et les pâturages entre agriculteurs sédentaires et nomades sont l'une des principales causes d'instabilité au Mali, au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Le village qui, il y a 100 ans, vivait près d'une rivière se retrouve aujourd'hui au milieu de la poussière. Le puits qu'utilisaient 3 générations est à sec. Et le village voisin revendique celui qui reste. Ce qui commence comme un problème écologique se termine par une guerre civile et des flux de réfugiés qui arrivent en Méditerranée sur des embarcations pneumatiques. Le désert ne fait pas la guerre lui-même. Il retire simplement les ressources et les hommes font le reste. La réponse de l'Afrique à l'avancée du désert, le projet écologique le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. La Grande Muraille Verte, une bande d'arbres et d'arbustes de 15 km de large et de 8000 km de long le long de la frontière sud du Sahara. Du Sénégal à l'ouest jusqu'à Djibouti à l'est, tout le continent en travers. D'ici 2030, l'objectif est de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées, plus que la superficie du Venezuela. Environ 20% de l'objectif ont déjà été plantés. En Éthiopie, en une seule journée de 2019, 350 millions d'arbres ont été plantés, un record mondial inscrit au livre Guinness. Le projet avance de façon inégale. Dans certains pays, un vrai succès, dans d'autres, corruption, guerre et absence de financement. Au Niger, des agriculteurs locaux, sans aucune subvention, ont restauré 5 millions d'hectares de terres dégradées, simplement en protégeant méthodiquement chaque pouce du bétail et du vent. On appelle cela la régénération naturelle assistée par les agriculteurs, et elle s'est avérée plus efficace que n'importe quel programme gouvernemental. Là où les arbres ont pris racine, les oiseaux reviennent, l'ombre apparaît, l'humidité se retient, le sol se reconstitue, et les gens partis en ville commencent à revenir. Un arbre change le microclimat autour de lui. 1000 arbres changent un village. 1 milliard d'arbres changent un désert. Voilà un fait qui semble être une erreur, mais qui est de la science pure. Chaque année, le Sahara envoie en Amazonie environ 22 millions de tonnes de poussière. Le vent atlantique soulève des particules infimes de la surface du désert, notamment depuis la dépression du Bodélé au Tchad, ancien fond d'un lac asséché, et les transporte à travers l'océan. Le trajet prend environ 1 semaine. La poussière tombe sur les forêts du Brésil comme une pluie invisible et régulière. Elle contient du phosphore qui manque cruellement au sol d'Amazonie à cause des pluies tropicales continues qui lessivent les minéraux vers les rivières. Sans cet apport, la plus grande forêt tropicale de la planète serait bien moins riche en espèces. Les chercheurs de la NASA l'ont établi en comparant les données satellitaires sur les tempêtes de sable au Sahara avec l'état de la végétation en Amazonie. La corrélation s'est avérée directe et univoque. Quand le Sahara produit moins de tempêtes de sable, l'Amazonie dépérit légèrement. Quand il en produit davantage, elle verdit plus intensément. 2 endroits qui semblent être des opposés absolus, un désert brûlant et une jungle humide, se nourrissent mutuellement à travers 5000 km d'océan. La Terre fonctionne comme un organisme unique. Détruis l'un et l'autre commencera à mourir. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait mesuré. La nuit au Sahara. Obscurité absolue et silence absolu. Aucun bruit de ville.
Aucune pollution lumineuse. Seulement la Voie lactée, si brillante qu'elle projette des ombres. Littéralement, pas comme une figure de style. Tu regardes en haut et tu vois non pas quelques centaines d'étoiles comme en ville, mais plusieurs millions. La galaxie est visible comme un objet physique, une bande de brume avec une texture, une profondeur, un volume distinct. Certaines personnes, se retrouvant pour la première fois sous le ciel saharien, pleurent. Non pas de tristesse, simplement parce que le cerveau n'est pas prêt à absorber une telle quantité de beauté après toute une vie passée dans des villes illuminées. Les nomades touaregs s'orientaient à l'aide des étoiles dans le désert aussi sûrement que nous le faisons avec le GPS sur nos téléphones. Leur carte stellaire était orale, des poèmes et des chansons mémorisées, transmis de génération en génération. Chaque constellation avait plusieurs noms selon la saison et la région. C'était une astronomie vivante, non pas académique, mais pratique, intégrée à la survie quotidienne. La température nocturne baisse, des chacals hurlent au loin. La surface du sable refroidi craque en se contractant après la chaleur du jour. C'est le son du désert lui-même. Les neurosciences confirment, quelques heures dans un environnement totalement dépourvu de stimuli urbains reprogramment littéralement les schémas d'anxiété. Le désert guérit, lentement, à ses propres conditions. Le Sahara tuait nos ancêtres, et c'est lui aussi qui les a sauvés. Les généticiens modernes ont établi, il y a environ 70 000 ans, la population d'Homo sapiens s'est réduite à quelques milliers d'individus, moins qu'il n'en vit aujourd'hui dans un seul quartier de ville. Cette période s'appelle le goulot d'étranglement, le moment où notre espèce était au bord de la disparition. Ce qui l'a exactement provoqué fait encore débat. Peut-être l'éruption du supervolcan Toba en Indonésie, peut-être un changement climatique, peut-être les deux à la fois. C'est précisément à cette époque, ou juste après, que les groupes d'humains ont commencé à traverser l'Afrique. À travers ce qu'on appelle les corridors verts, des périodes temporaires où le Sahara devenait praticable grâce au déplacement des zones climatiques. Pas en permanence, par fenêtres de quelques centaines d'années. C'est précisément par ces fenêtres que nos ancêtres ont quitté l'Afrique. Ils ont peuplé le Proche-Orient, l'Europe, l'Asie et finalement, le monde entier. Une partie de tes ancêtres est passée par le Sahara. Peut-être pas par l'endroit qui est aujourd'hui le plus aride. Peut-être par l'endroit où il n'y a aujourd'hui que pierre et sable, mais où poussait alors de l'herbe et coulait une rivière. Il n'est pas une barrière dans l'histoire de l'humanité, il est une porte. Et elle est restée ouverte exactement le temps qu'il fallait. Le Sahara change plus vite que jamais depuis 10 000 ans. Désertification, dérive climatique, extraction illégale de ressources, braconnage, tout pèse simultanément. Le rhinocéros blanc du Nord a déjà disparu. Le dernier mâle est mort en 2018 sous la garde d'hommes armés. La Dax sur le bord du précipice. Les guépards du Sahara, moins de 300 individus, et leur aire de répartition se rétrécit d'année en année. Les peintures rupestres du Tassili se dégradent sous l'afflux touristique et les pluies acides. Ces mêmes images qui ont survécu 30 000 ans dans un isolement absolu ne survivront pas 100 ans de plus au rythme actuel des visites. Les langues des petits peuples disparaissent à raison d'une langue toutes les 2 semaines sur toute la planète. Quand une langue meurt, ce ne sont pas seulement des mots qui disparaissent. C'est toute une vision du monde, tout un système de catégories dans lesquelles un homme pense. Dans les langues des peuples du désert, il existe des mots pour des dizaines de types de sable, pour les directions du vent, pour les stades d'assèchement d'un puits, pour le comportement des étoiles selon les saisons. Aucune langue urbaine ne possède ces mots, parce qu'en ville, ils sont inutiles. Mais là où la survie dépend de cette distinction, l'absence d'un mot signifie littéralement la mort. Quand une langue meurt, disparaît un manuel de survie écrit dans le sang de ceux qui ont appris à vivre ici. Et pour finir, un fait qui ressemble à de la poésie mais qui est de la biologie pure. Il y a environ 70 000 ans, le Sahara aurait pu effacer l'humanité. Il y a 11 000 ans, il l'a nourri et abrité. Il y a 5 000 ans,
il a vu naître des civilisations sur ses rives. Aujourd'hui, il alimente en électricité une partie de l'Europe, en uranium nos centrales nucléaires, en poussière les forêts d'Amazonie. Et dans 100 ans, peut-être reverdit-il à nouveau, comme il l'a déjà fait. Le Sahara n'est pas un décor. Ce n'est pas une toile de fond pour des photos de voyage. C'est un acteur à part entière de l'histoire de la planète et de la tienne. Si cette vidéo t'a appris au moins une chose que tu ne savais pas, partage-la. Pas pour la chaîne, pour la personne à qui tu vas l'envoyer, parce qu'elle mérite de le savoir aussi. Abonne-toi à l'Instinct de la planète. Le prochain épisode, un autre endroit que le monde a mal compris. On se retrouve là-bas.